À 16 ans, j'avais eu l'impression de trouver un état d'esprit différent où je me sentais pas jugé. J'ai voulu rentrer en contradiction la plus totale avec le mode d'éducation. Je lisais des bouquins Anard, Bakounine, Proudhon, etc. Et enfin, je trouvais un truc qui collait un petit peu avec ce qui m'intéressait à cette époque-là. La première fête où je suis allé, c'était une fête des spirales. Quand moi j'ai vu ces mecs-là débarquer avec leurs camions, leur façon de vivre, comment ils se branchaient et comment ils faisaient la teuf, je me suis dit ouais, c'est là-dedans que je vais faire ma vie. C'était la techno, la drogue et le sexe. Alors moi j'ai fait une croix sur le sexe, j'ai pris beaucoup de drogue et j'ai écouté énormément de techno. En fait, moi, mon premier Technival, c'est celui de Tarnos. Je suis parti avec Jeannot, avec Nout, à Tarnos. On n'avait pas de son, mais on avait un camion qu'on avait loué. Et on rencontre, donc via Christine, une amie en commun, tout un autre groupe du 78 où il y a Moumout, Popov, Annès. On était tous dans les balbutiements d'être DJ, mais voilà, on avait envie de se faire plaisir et on s'est fait plaisir pendant un mois et ça fait 11 ans qu'on se quitte plus. Hier, descente d'une centaine de gardes mobiles et de gendarmes au milieu de 3000 jeunes réunis à Tarnos, au sud de la côte landaise, pour un festival techno. La manifestation se déroule sur un terrain appartenant à l'armée. Nous avions filmé cette fête dans le calme. Mais vous ne verrez pas ces images. Au moment où nous quittions les dunes de Tarnos, nous avons été agressés par une quinzaine de jeunes qui s'en sont pris à notre matériel et ont volé nos cassettes de reportage. Qu'à la fin du premier mois de Technival, on se fait appeler les Bleus. Bon, bah, les Bleus, c'est rigolo, 5 minutes. Trouver un nom, c'est pas évident. Et puis il y a Léo qui, un soir, vient nous voir et qui nous dit, bah voilà, j'ai trouvé, quoi. À l'époque, je jouais sur un jeu informatique qui s'appelait Hérétique, qui était une histoire de sorcier qui balance des sorts dans la gueule des mecs. Et Hérétique, ouais, bon. Pour les 3/4 d'entre nous, c'était bon, on va regarder dans le dictionnaire, alors, exactement quelle est la définition d'hérétique. Tout le monde s'est retrouvé autour de ça. Et puis, il faudra que tu demandes ce que ça a voulu dire aux autres, pour les autres, tu vois. Ne souscrit pas à la doctrine établie et ça nous colle à la peau encore et toujours, quoi. Je suis ex-officier des renseignements généraux, donc maintenant je suis officier de la DRPP Paris, donc c'est la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris. Et mon rôle a été, à une époque, de faire un peu la lumière sur le mouvement des free parties. Donc ça, c'est la synthèse du travail que j'ai fait avec mes collaborateurs pour dire voilà qui ils sont. Il y avait les sons du 95, les sons du 94. Bon, 94, c'était à mon avis 94 et Paris, les hérétiques. Il y avait le 91 avec les TNT. Il y avait les UFO qui avaient leur base à Ris. Notre rôle a été d'étudier. Voilà. D'étudier le mouvement pour comprendre. Notre rôle, c'était ça au départ, parce qu'on ne savait pas. On ne savait pas qui étaient ces gens, qui était leur motivation, qu'est-ce qu'il y avait derrière, est-ce qu'il y avait du trafic de drogue, est-ce qu'il y avait des visiers subversifs, on ne savait pas. Et pourquoi
qu'est-ce qui les motivait pour se rassembler? C'était nos futurs, c'était moi je vais mourir avant 30 ans, tu sais, rock'n'roll quoi. C'est un mode de vie, c'est habiter en camion, c'est vivre en marge de la société, vivre sans le grand capital. J'ai envie de suivre tous ces gens qui sont un peu frics, qui sont un peu ouverts, qui sont un peu... qui ont de la frappe, tu vois, qui savent quelque chose. Donc on fait notre première teuf au mois de septembre, donc 96. Puis nous deux, on est un peu en éclaireur autour de l'endroit qu'on a investi. Et on voit 3 petites ombres qui arrivent au loin, on se dit ouais, ça doit être les premiers teufeurs qui arrivent. Et puis à 2 mètres de tomber sur eux, on a 3 maglides qui nous éclairent et qui nous disent police, quoi. On se fait contrôler, fouiller. Un des 3 agents de police donc présents retrouve au moins 2 de mes trucs. Mes trucs, c'est du LSD, des extas, on peut parler franchement, donc j'ai un peu de coke, j'ai un peu de tout, quoi. Et à ce moment-là, moi je pense aller dire au revoir à mon pote, parce que je pense pas le revoir pendant longtemps. De là, moi j'ai un coup de chance immense de la vie. Le procureur ou le substitut du procureur, il est injoignable pour signer un mandat de dépôt. Du coup, on me relâche. Sortie de garde à vue, moi je rentre chez moi, lui il part en Hollande. Et puis là, je me dis c'est parti pour 10 ans d'exil, quoi, minimum. Ces faits entraînaient une consommation de stupéfiants, plus ou moins importante, mais bon, il ne faut pas la minorer non plus. Mais bon, il y avait, pour l'avoir vu, je sais qu'il y avait des consommations de champignons, mais ça, les champignons, il y en a certains qui avaient l'art de les cultiver. Pour ce qui est du cannabis, bon, ils avaient des débrouilles, bon, je pense que certains devaient en cultiver. Voilà, donc maintenant, dire qu'il y avait une organisation de dealers derrière chaque groupe, je crois pas. Bah moi je deal, je peux le dire maintenant parce que je touche plus du tout à la drogue, tu vois, donc à l'époque je deal, je vis bien, j'ai de l'argent. Pas dans une logique de trafic de drogue, c'est de la drogue festive, quoi. Comme tout le monde sait, t'es 50, au lieu d'acheter chacun sa canette de bière, t'achètes un pack, tu l'as moins cher. Suite à notre système D, bien sûr, voilà, on paye aussi nos erreurs. Moi qui me croyais effectivement dans un autre monde, quoi, où on était libre, où la vie était belle. Non, bah là on te rattrape et on te dit, mais monsieur, ça c'est interdit. Donc là, c'est police, menottes, prison. Voilà. Donc là, c'est 5 mois en prison. Puis au moment où tu sors, on te dit, bon bah voilà, on vous a attrapé dans ces nouvelles fêtes là qu'on voit fleurir un peu partout dans les bois. C'est free party, comme vous appelez ça, bah vous n'y avez pas le droit, vous. Donc ça a été le jeu du chat et de la souris. Moi, après, pendant de nombreuses années, on m'a tout simplement interdit le droit de faire ce qui me tenait le plus à cœur, ce qui était pour moi, ce qui était devenu ma vie, quoi. L'autofinancement a été fait en partie sur... déjà, le financement n'était pas excessif. Les caissons, je crois qu'ils les construisaient. Il y avait beaucoup de débrouilles. Et il y avait un truc génial de Fabien qui était de faire des fausses préventes pour les grosses rêves commerciales. Pour nous, c'était pas normal que les mecs fassent payer, donc de notre point de vue, il était tout à fait normal qu'on ait notre part et que ça nous fasse avancer, nous aussi. On se faisait un petit pécule qui a permis d'acheter les enceintes, les platines, etc. Quand il y a eu la maison à Aulnay, je pense que ça a vraiment changé la dimension du groupe. Parce qu'il y avait vraiment un lieu où tout le monde vivait, donc il y avait une émulation permanente, il y avait tout le temps du monde qui passait. Le matériel était stocké en bas, les camions étaient garés devant, il y avait des gens d'autres sound-systems qui passaient nous voir. Il y avait une grosse énergie à Aulnay. On pouvait tout préparer les fêtes là-bas, on partait de là-bas, le matériel rentrait là-bas, on vivait là-bas. C'était vraiment notre base. Non, il faut aller voir la gendarmerie. Parce qu'ils sont prêts à donner des lieux en accord avec des mairies. Et il y a même un terrain, un entrepôt militaire, un terrain militaire, juste pas loin. Bah ouais, c'est ce qu'on m'avait dit là. Qui ça, quoi? De quoi vous parlez là? Dans un département.
On était pris dedans, quoi, on réfléchissait pas, tu vois, on était en plein dans le truc, quoi. On n'avait pas de recul sur ce qu'on faisait. Si, je te jure, ça me dit quelque chose. Après, ce sera sur la droite. Non, c'est peut-être un peu plus loin. Non, c'est plus loin. Je suis plus loin. Voilà, c'est là, au bout de la rue, sur la droite. Et puis il y a plein de machines. Il est con de pas avoir pris le pied de biche, putain. Nous, notre force, nous, on arrivait toujours après. Hein, donc, la force, ça a été peut-être dans certaines directions, tant police que gendarmerie, de vouloir connaître et pour pouvoir arriver en même temps, voire avec un peu de chance avant. Faut y aller, là, il y a une soirée organisée là, non? Il y a des décors à poser, il y a des trucs comme ça, quoi. Ouais, voilà. Infiltrer le milieu au sens où voilà, on crée notre propre son, on pénètre dans les sons. Non, on a assisté comme à quelques fêtes, voilà, pour voir ce que c'est. Ah ouais, il y a Cathy qui me dit il y a grave de monde là-bas. 3 km de... Pas trop de monde. C'est un truc de dingue. Les keufs sont déjà là-bas? Ouais, pas gendarme. Quand on arrive pour la première fois sur une rêve au Crancey, par une brume et avec un hangar où on entend, je me demande si c'était pas les hérétiques. Bon, ça fait drôle, quoi. Et puis on voit arriver les gens avec leurs torches et comme des zombies, quoi. On se dit où est-ce qu'on a mis les pieds, quoi. Quand il y a les basses sont bien... ouais, ça porte. Au Crancey, là, quand je suis rentré dans la salle, ça sent sans porter. Ça a été la première où on a été. Ils tournaient avec les TNT, qui étaient, eux pourront dire si c'est vrai, mais pour nous, dont on avait localisé la logistique et le noyau dur autour du 91. Et donc c'était des groupes qui étaient quand même très efficaces dans l'organisation. Parce que je me rappelle, ça m'avait surpris, ils avaient eu un problème des groupes électrogènes. Alors c'était au Crancey, hein. Ils avaient réussi, alors d'où les moyens, à faire venir un camion électrogène qui venait de Belgique. En plus, le camion était pas très discret, hein, et ils arrivent à le faire passer, quoi. Et donc voilà, donc c'est un petit peu par habitude, on a suivi les exploits des hérétiques, sachant que bon, on n'a pas été déçus, hein, parce qu'ils en ont fait quand même un paquet. Hein. Donc en fin 97, une teuf avec UFO même, l'SDF, Alan à l'époque qui était là aussi. Le préfet est fâché, il n'a pas envie qu'on squatte son département. Tout le temps, donc il va frapper un grand coup, ça va tomber sur nous, et donc là c'est matraquage de flics, les flics nous matraquent, on se fait tirer par les cheveux sur 50 mètres, ça c'est Léo qui pourra mieux en parler que moi. À l'époque j'ai des locks et je suis rasé sur les côtés, tu vois, donc j'ai des longs locks comme ça, tendus en arrière, et je suis complètement rasé sur les côtés, et en fait je suis complètement bourré dans la soirée, et là les flics arrivent et me font charger par des chiens,
des chiens avec des muselières qui me chargent et qui me poussent comme ça. Et là, les mecs m'attrapent par les cheveux et me traînent sur 50 mètres. On s'est fait saisir nos vinyles. Notre vie, quoi. Pour nous, nos vinyles, c'est l'âme c'est notre âme, c'est notre son. C'est des choses que t'achètes, tu te retrouveras pas forcément. Donc voilà, on se fait tout saisir, on se fait même tout brûler, incinérer. Le message est clair, il y aura plus de fête dans le 77, quoi. Madame, monsieur, bonsoir. Une rave party a dégénéré le week-end dernier. Les policiers ont débarqué au milieu de 400 jeunes. Pour interrompre la rave, de violents affrontements ont éclaté. Cette soirée était organisée clandestinement. Cette affaire soulève le problème des soirées techno. Une partie des rêves se déroule dans un cadre légal, mais certains rêveurs préfèrent la clandestinité. L'aventure que nous, on vit, plein d'autres gens, plein d'autres jeunes la vivent partout en France. Ça tâtonne un peu, mais on sait qu'il y a une direction, on va tous dans la même, c'est garder notre indépendance, ce vide un peu juridique qu'on utilise pour pouvoir faire une fête libre. Il est 4 h du matin, c'est une véritable armée de CRS et de policiers, environ 180 qui bouclent le quartier et somment les 400 participants de la soirée d'évacuer les lieux. Motif, occupation illégale des locaux, un hangar désaffecté et tapage nocturne. Le problème des fris, c'était le problème d'ordre public. L'ordre public n'implique pas de l'infiltration. L'infiltration, c'est pour du terrorisme. Or, les fris, c'était pas des terroristes. C'était des gens qui dérangeaient l'ordre public. Bilan totalement disproportionné de cette opération coup de poing. 2 sachets d'herbe saisis, du matériel sono endommagé et 12 interpellations. En fait, on voulait faire une fête à la Ferty-sous-Jouarre et on était parti. Il y avait un point de rendez-vous, il y avait quelques centaines de voitures déjà. Et nous, quand on est arrivé à l'endroit où on voulait faire la fête, les flics étaient déjà là. Je pense que ça devait être au mois de juin ou au mois de mai. Donc c'était un dossier où on avait un peu plus de... Un week-end où on avait du temps pour les suivre, pour les traquer. On est allé au point de rendez-vous où tous les gens nous attendaient. Et il y a je sais plus qui est monté sur une voiture, qui a dit que les flics nous avaient cramé et qu'il fallait que tout le monde nous suive et qu'on trouve un endroit. On fait un cortège de voitures, on roule sur 20 bornes à travers la campagne. On pensait que ça allait être à Mareuil-les-Maux. Parce que Mareuil-les-Maux, il y avait eu les Massimas, il y avait eu quelques sons qui s'étaient produits en périphérie de Meaux, donc à Mareuil. Après, on était monté, je crois, jusqu'à Montmirail. On s'est retrouvé à foncer sur les nationales sans savoir où on allait, avec 300-400 voitures qui nous suivaient, une bagnole de flics qui s'était mis devant, les flics qui tournaient tout autour. Et là, au bout d'un moment, quelqu'un a pris l'idée, je crois que c'est une voiture bélier quasiment, un 4x4 quoi, qui a défoncé une palissade. On défonce la porte de la décharge publique avec les camions, on rentre, on pose le son. C'est chaud la techno ou pas? Et on a atterri dans ce... Moi je pensais que c'était un champ, et en fait c'était une vaste déchetterie qui était d'ailleurs plus en activité. Hein. Où là c'était... où tout le monde est rentré, et tout le monde s'est posé, et puis les forces de l'ordre tout autour. Ça résume complètement l'esprit, c'est-à-dire que nous on s'en foutait, c'est-à-dire que si les flics venaient nous dire ouais, vous nanani nanana, on disait là mais qu'est-ce qu'il y a, on a fait une fête. On réagit politiquement, tu vois, on commence à se politiser, on va revendiquer. Léo, il avait ce côté un peu politique de tout ça, lui il savait donner une autre dimension, il savait voir toutes les dimensions que le mouvement générait. On va dire voilà, nous on veut faire la fête librement. Léo commence à écrire des textes. Utopie, ça disait qu'on n'était pas simplement des connards, les pieds dans la boue, la tête dans les étoiles, que c'était aussi un droit à la fête libre, un droit à s'éclater, un droit à prendre le temps de vivre. J'ai en souvenir une soirée qu'on avait fait dans un entrepôt. C'est la première fois qu'on louait du matériel en plus d'une autre. Donc on avait vraiment investi de l'argent. 6 gendarmes qui déboulent dans l'entrepôt, il n'y a personne dans l'entrepôt et qui font allez, c'est bon les jeunes, vous remettez vos strings, vous remballez tout, là, il n'y aura pas de soirée. Léo, ça avance vers les flics et il leur fait... carte d'identité à la main, s'il y a un d'entre vous qui touche au caisson, je lui démonte sa mère. Et voilà, ça résume le personnage. Moi, à l'époque, j'y réfléchis pas, mais quand même, je découle sur une idée où il faut faire mal, tu vois. Mais pas dans une idée de vouloir y arriver, plutôt dans une idée de faire des gros coups, c'est d'y aller, quoi, tu vois. Si tu te sens entouré et tu te dis, voilà, tu sais que mais même tout seul, à mon niveau, c'était de rêver et de réussir à bladroniser le truc, quoi, tu vois. Mieux vaut mourir debout que vivre à genoux. Sommes jeunes et
fous. Alternatif, nous sommes vouloir croire à la victoire, sur le pouvoir, voir les tyrans au placard, tourner les murs de l'histoire, ramène tes potes et la car, les filles, les fous. Si l'homme est un loup, pour l'homme nous serons loups. Ça fait 2 ans qu'on fait ça à fond dans tous les sens du terme. C'est des fêtes tous les week-ends, on se défonce, il n'y a pas de limite à la fonce D. On perd le côté festif à mon sens. Ça devenait malsain, voilà, ça devenait malsain, une vraie scission qui commence à s'opérer à ce moment-là. Et là, on commence à se fâcher les uns les autres. Et là, je pense qu'on atteint, pour certains, on atteint nos limites. Mon pote Seb qui m'écrit, qui me fait une première page de blabla et je me demande pourquoi il me fait du blabla, quoi. Jamais on m'écrit, ils m'ont jamais écrit, tu vois, en 5 ans d'existence à l'étranger. Là, je reçois une lettre et puis j'ai du blabla sur une première page. Et la deuxième page, je lis que, voilà, que mon pote direct est mort, quoi. Tout le monde fonce D, voilà, il y en a certains, c'était bah ouais, moi je vais me foutre en l'air, mais non, moi je me foutrais en l'air avant toi. Et voilà, des concours de suicide qui se terminent par un vrai suicide, par Derek, un de ceux qui habitait avec nous dans la maison, qui se jette devant un train à la gare de Nez. Bah, Derek s'est suicidé en mois de novembre, et un mois plus tard, au mois de décembre. Ce matin, dans un pavillon d'Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, 6 jeunes, une fille et 5 garçons, âgés de 20 à 23 ans, ont été retrouvés morts. 2 autres étaient sérieusement atteints par des émanations de monoxyde de carbone. Celle-ci venait d'un groupe électrogène installé dans le garage de la maison. Les pompiers les retrouveront couchés sur des matelas, même le sol, au premier étage de ce pavillon. La jeune fille et les 5 garçons sont morts durant leur sommeil, intoxiqués par les émanations de monoxyde de carbone. Locataires depuis plus d'1 an, ces jeunes n'avaient ni courant ni gaz. Pour se chauffer, le système D, un groupe électrogène, installé dans un premier temps dans le jardin, puis placé dans le garage, suite à des plaintes de voisins. 2 jeunes ont survécu, ils sont ce soir hospitalisés. Bah moi, ça a été un trou béant, tu vois. Je suis le seul à m'être réveillé, j'étais dans la maison, je suis le seul à m'être réveillé, j'ai pu réveiller qu'un seul des gars qui était avec moi dans cette maison. J'ai perdu ma copine qui dormait avec moi dans mon lit. Moi j'étais anéanti, donc j'ai pas vraiment réagi à ça, moi personnellement. J'ai été anéanti. Après, tout le monde a réagi complètement différemment. Est-ce que je m'en suis remis? Je te le dirai dans 20 ans. J'ai porté mon deuil pendant 10 ans. Et maintenant, à mon niveau personnel, bon, je retouche un peu aux choses de temps en temps, tu vois. Nous, on avait pensé que, franchement, ça allait les anéantir. Et il y avait de quoi. Donc, quand on a su ce qui s'était passé, on s'est dit, la vache, ouais, il y a de quoi être anéanti. Bon, mais comme quoi, ils avaient des ressources. Hein. Ils ont réussi, après un tel drame, ils ont réussi à rebondir, quoi. Nous, cette tragédie, elle nous a tous ressoudés. On est tous repartis dans le même sens. Avant l'accident, on était une bande de potes, on était un crew, on était un sound system. Après ça, on est devenu une famille. Ça nous a liés pour toute la vie. Nous tous, là. On pourra se prendre la gueule des milliers de fois les uns les autres. Hein. On faisait la fête d'Halloween juste après la fête des morts. Bon, bah, c'était où on arrêtait tout, c'était voilà, c'était on continue et pour eux on va faire quelque chose de bien, aussi pour eux, pour nous, pour tous.
J'avais été contacté par des journalistes où on m'avait demandé de m'expliquer sur ce fait divers, sur ce qui s'était passé. Et donc moi j'avais refusé, j'avais pas envie de m'étaler dans la presse là-dessus. Et donc ils ont été de trouver celui d'entre nous qui a pas su dire non. Ce sont des phrases chocs qui déplaisent. On voit bien que ce jeune journaliste a eu ces 6 pages, non pas pour l'âme musicale du groupe, mais il en a fait un espèce de papier scandale en révélant l'histoire de cette mort des hérétiques. Depuis ce jour-là, nous avons utilisé les journalistes pour nos soirées. Pardon, est-ce que vous pouvez me répéter ça? Vous avez mission de nous interdire à la presse? Ah non, vous n'avez pas le droit. On est en pleine période où toutes les teufs qui se passent autour de Paris se finissent à coups de matraque au pire, et puis une annulation de teuf au mieux. Les forces de l'ordre vont se montrer particulièrement musclées pour la circonstance et nous empêcher violemment de faire notre travail. Je crois que c'est à ce moment-là qu'on se dit justement, avec des gens comme Léo, bah nous on devient des activistes terroristes sonores. C'est-à-dire que maintenant, quand on va faire une teuf, on va en faire une, mais bien, et dans Paris. Et la première, donc, c'est Bercy. Et on se dit, on va se faire Paname. Non, mais attends, là, on bouge sur l'endroit, là, ça y est, on n'a pas le temps. Une fois qu'on bouge, après, on peut plus vous aider. Il y a toutes les baguettes à enlever, à commencer à tout débaguer. Puis on fait un gros village là. Et il faut bien qu'on silence. Pourquoi on serait cantonné au hangar pouilleux et froid? Pourquoi on serait condamné à des petits bouts de forêt, tu vois? Je pense aux bords de Seine qui sont juste à côté, qui ont un parking, et je dis bon, on met les gens sur le parking, on les fait venir à pied, on les prend de vitesse et on organise une soirée de Vicky. En plein Paris, tu réunis des centaines de voitures sur les quais de Seine, quoi, parce qu'il y a 3000 personnes, hein, tu divises 3000 par 4 ou 5 personnes dans une voiture, ça fait au moins 300 ou 400 bagnoles, quoi. Moi, je me suis vu bloquer le boulevard, la voie rapide, là, tu sais, qui longe la Seine, pour faire passer le convoi. Hein. Vous voyez Bercy Expo là-bas? La fête, c'est sous Bercy Expo, dans la gare de fret de Bercy. De pouvoir faire ça dans Paname, à 11h du soir, sans qu'on nous voit, c'est magnifique, quoi. C'est-à-dire, que fait la police? Un business de vinyle dans la techno underground, et nous on a des artistes, justement Popov et Sam, qui font leur premier disque. On a fait un label hérétique qui s'appelait Rock and Fuck en réaction à l'article de Rock and Folk. On monte plein de petits labels, tout est à l'arrache, rien n'est déclaré, il n'y a pas encore vraiment d'assaut, c'est que du cash. Au début, musicalement, je faisais de la transcore. Après, je suis passé par un truc plus break, post-apocalyptique, hard break. J'ai une phase hardcore lent, très lourd, très rythmique. Après, je suis passé au speedcore, noisecore. La volonté, c'est de s'émanciper aussi de ce carcan musical qui était le rock, le hip-hop, l'émergence du hip-hop à l'époque. Et
la variété, pop, machin, et de faire autre chose. Mais je faisais vraiment la musique sans réfléchir, en tous les cas, et puis après, il y avait des trucs qui plaisaient plus ou moins. Une sorte de sculpture sonore, quoi. Vraiment envoyer plein de sons en même temps, écrabouiller au maximum et voir le résultat. On a une configuration live à 3 qu'on a appelée Golgoth 21. Sans se préparer à l'avance, on arrivait, on branchait, on mélangeait tout ce qu'on avait créé chacun de notre côté. Si ça c'était bien, on le gardait plus longtemps. Si c'était pas terrible, on zappait vite fait. Il y avait beaucoup de machines branchées à la chaîne, donc en MIDI, dont on perdait des temps de latence énormes, qui créaient des grooves qu'on n'avait pas. Faire rentrer les effets dans eux-mêmes, plus renvoyer des sons dedans pour faire des effets de dissonance. Des artefacts, comme on dit dans synthèse, qui sont créés par justement la machine elle-même. Quand les gens disaient faut pas aller dans le rouge, justement, c'est là où on était mort de rire. Nous, on était tout le temps dans le rouge. Ce qui a fait un peu la réputation de notre son au départ, c'est parce que c'était un peu, on va dire, bordélique. C'est la musique qui m'a intégré au groupe. Quand je crée un live, quand je suis chez moi, je m'imagine les réactions. Je le crée même pas par rapport à moi. Moi, les réactions que ça me fait, c'est toujours bon que je fasse un truc. Il y a des trucs que je fais, que j'adore, qui me font super kiffer à la maison, et je sais que ça passera pas dans une teuf. Que les gens vont pas réagir, ou vont pas comprendre, ou vont pas être dans le même délire que moi ce jour-là, alors que je sais ce qui va marcher en teuf. Je vois à peu près ce qu'il faut faire pour que les gens réagissent, et je le fais. Le son hérétique, comme anciennement old school on aurait pu l'appeler, donc c'est cette techno, art techno à tendance acide et dance floor et un peu plus rapide que la moyenne. J'ai commencé les lives plus tardivement que Pop-Off, Noise et Buns. C'était beaucoup plus rapide, percussif, et donc j'étais un peu plus le côté hardcore des live sets de chez Hérétique. Le premier Technival où j'étais, il y avait 500 personnes et ça me paraissait énorme. Et je sais que maintenant il y a 40 000 personnes et je trouve ça me plaît pas, je me sens complètement perdu et je m'identifie pas du tout à ça, quoi. Bonjour, et voici en direct des Technival. Il y a je sais pas combien de sons, et en fin de compte tu passes de son en son et c'est les mêmes disques. Donc Ils sont arrivés à 2 en ULM de la bombe atomique, regardez. Les deux sont arrivés qui se mettent en ULM avec un petit truc comme ça. il y a un phénomène qui fait que ça explose. Même nous, on n'en revient pas, tu vois, de faire 3000 personnes sous Bercy, quoi. Le gouvernement, à partir de ce moment-là, commence à vraiment s'intéresser à ça. Les rave parties, qu'est-ce que c'est? Une culture qui existe et qui a son charme. Ce qui pose problème, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les free parties. Nous, ce qu'on veut, c'est cramer la capitale. Mettre du son en plein Paris, pour nous, c'est un kiff énorme. Voilà, on a envie de cramer des lieux qui ont quelque chose à dire. Ici, on est tout aussi dévêtus, mais ce n'est peut-être pas pour nager, c'est plutôt pour se faire voir. Ces belles filles exhibent des costumes de bain devant un public et un jury qui s'intéressent plus au contenu qu'au contenant. J'ai un de mes potes qui m'appelle un jour, il dit voilà, j'ai un truc à te montrer. Et donc il m'emmène dans cette piscine là, porte d'Auteuil. Puis en fait, fallait escalader les murs pour pouvoir rentrer dans l'enceinte du bâtiment. Moi, on était dehors, tout ça, donc écoute, on va aller voir quand même. Là, on se retrouve dans un lieu, un truc, j'ai jamais vu ça de ma vie, un truc de fou, quoi. Une piscine en plein air, en plein milieu de Paris, avec les cabines sur 3 étages, en balcon sur les côtés. Et là, je m'assois sur le bord des marches de monitor, je regarde. Faut faire une soirée ici, quoi. Tu vois? Et on part pour l'aventure de Molitor.
Là, c'est un attentat, quoi. Là, c'est 1 mois, 2 mois de préparation sur site, à venir tous les jours sur site pour le nettoyer parce que c'était un repère graffeur, canette de bière explosée, tout ça. Donc, quand même, le souci du public. On avait ventousé, comme au cinéma, les places tout autour des semaines avant pour réserver les emplacements qui nous serviraient d'accès. Il a fallu qu'on casse des murs, qu'on se déguise en ouvrier du bâtiment avec des talkie-walkie pour surveiller la rue. Attends, là, il y a une petite vieille, tu peux pas taper. Ah, vas-y, c'est bon. Et hop, mettez 3 coups de masse, 2 coups de baramine. Avec des palissades montées devant les murs qu'on casse pour cacher le mur qu'on est en train de défoncer. Il fallait que personne déconne à cette fête. Donc chaque mec qui participait à l'organisation, il avait un poste, on avait des listes, des trucs imprimés avec écrit toi tu feras ça à telle heure, toi tu feras ça à telle heure. On prend chacun un strobe et les strobes, ils se placent comme ça. À chaque barrière où il doit y avoir un strobe, il y a une marque noire, d'accord? À chaque marque noire, on met le strobe de l'autre côté de la barrière. La porte en fer là, qui cache l'entrée principale, ça fait du bruit ça. On la touche pas, moi. Tu prends cette lévie par un fil, tu décaches le fil, tu laisses doucement tomber et le camion il passe au-dessus. On l'aura posé de façon comme un commando en plus. C'était chronométré les trucs. C'était à telle heure, toi t'arrives avec le camion de son. Toi, vous êtes à l'entrée, vous déchargez. Toi, tu positionnes. Toi, tu branches. Genre tu mets tout le monde dans l'endroit où il y a la régie. Vous bougez pas, pas un bruit. Et vous bougez pas, on se balade pas dans l'endroit, rien quoi. On longe les murs et tout quoi. Ah, ça c'est l'infoline que t'as des milliers de personnes et vont l'écouter. Périph' extérieur, vous venez par le périph' extérieur, vous démerdez, vous venez par le périph' extérieur. Vous sortez porte de Passy, au feu à droite, direction hippodrome, première à gauche en suivant le lac, toujours tout droit, puis à l'hippodrome, vous vous enfoncez dans la pince porte de Boulogne. Ok, grosse soirée là. Pas les mecs ils se réveillent, ils ont 5000 personnes dans leur jardin, 45 kilos de son. On a cramé la capitale en souterrain, on l'a fait Bercy, là on va la cramer en plein air. Et on savait que c'était quasiment insensé. Tous vos voitures. On y va à pied. C'est à pied la fête. À pied. Genre BM double pied, bah, je sais. C'est parti, là, on y va. Ça sort du bois, qu'est-ce qui se passe? Le flic au ferro. Et maintenant c'est sûr, vous pouvez le savoir, les RG savent tout, mais les flics c'est des branques. Ce qui est sûr, c'est que si on avait su, elle n'aurait pas eu lieu. Donc si elle a eu lieu, c'est qu'on savait pas. Bon, on a vu les conséquences, quoi. Je connais des gens que je fréquente qui ont été, et qui ont, comme on dit, ça a été dantesque. Dans Paris, faire une soirée comme ils l'ont fait dans un lieu classé, et en plus le nombre de participants, c'était pas une dizaine, hein. Je sais pas combien il y en avait, mais plusieurs centaines, voire quelques milliers. Bon, c'était un exploit.
Je jouais ce soir-là à Strasbourg. Donc je me retrouve à partir de Strasbourg vers minuit et demi, un truc comme ça. Moi, super stressé, je veux y aller, donc à fond. Et je suis arrivé ici à 8h30 du mat. Ils ont pris d'assaut un lieu en plein Paris, lieu classé, etc. Et contre toute attente, il n'y a pas eu de débordement, de casse, de vol, de violence, d'affrontement avec la police, etc. Donc le sens politique, il est là, quoi, de dire, regardez, quoi. On peut réunir, je sais plus, 4 ou 5 ou 6 000 personnes en plein Paris, dans un lieu complètement fou, des gens que vous n'appréciez pas forcément, une culture que vous n'aimez pas forcément, même pas du tout, et ça peut très bien se passer. Et ça, c'est super politique de faire ça, les gens. Moi j'ai tellement aimé le lieu qu'à la limite j'ai versé une larme de l'avoir trashé, tu vois. D'avoir ramené autant de monde dedans et que le matin, après la pluie qu'il y avait eu au petit matin, ça soit de la gadoue, et je me suis excusé auprès du lieu en lui disant bah tu nous excuses, la piscine, on t'a peut-être un peu traché, mais j'espère que t'as bien vécu, tu vois. En tout cas, d'après les échos que j'en ai eus, elle avait envie qu'on revienne, quoi. Le son pète jusqu'à 11h du matin, on est dans le 16e arrondissement, on est coincé entre le Parc des Princes et Roland-Garros. En face de nous, il y a un bâtiment, on a su par la suite, il y avait un adjoint au maire du 16e qui habitait là-dedans. Enfin, pour nous, c'est un gros kiff, quoi. On sable le champagne sur les caissons. Enfin, c'est un truc de fou. On vit notre apothéose. 11h, on coupe tout, on remballe. Je reviens 2 heures après. Le mur reconstruit, repeint. Alors là, j'ai halluciné. Voilà, là, j'ai fait broquer. Pour eux, il s'est rien passé. Bon, bah, c'est cool. Il se passera rien pour nous. Quoi qu'on en dise, et même si on n'a pas eu de problème par rapport à cette soirée-là, qu'elle s'est très bien passée, je pense qu'au niveau des autorités, ils se sont dit attention là. Ils sont arrivés dans le 16e, en plein air. Ils nous ont mis 6 000 personnes en moins de 2 heures. Il y a un problème là. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue au Sénat où dans quelques secondes va se dérouler la séance de questions au gouvernement. Vous savez que ça a fait la une du week-end et même la semaine dernière. Il s'agit des fameuses rave-parties. Il n'est de liberté véritable sans contrainte et sans règles. Il n'y a plus de possibilité de faire vraiment tu vas de teuf sans qu'elle soit arrêtée. Manu militari si possible. Il y a tellement de flou juridique en fait que on peut se retrouver, nous ça nous est arrivé de nous retrouver dans une garde à vue géante. Il ne s'agit pas d'interdire la musique, il ne s'agit pas d'être contre les jeunes, il s'agit de faire en sorte simplement que les jeunes continuent à s'amuser, à écouter leur musique, mais que le lendemain matin, il n'y en ait pas quelques-uns à la morgue, qu'il n'y en ait pas un maximum qui se retrouvent complètement shootés et qu'il n'y ait pas des propriétaires qui regardent leur terrain les larmes aux yeux en disant tout ce que j'ai fait pendant une vie c'est ruiné. Léo, vers cette date-là, il perd la tête, c'est en 2001, au Technival de 2001. Là, j'ai un flash et c'est plus la même chose, quoi, tu vois. Voilà, l'accident, on a perdu des amis, 5, moi et ma copine, 5 personnes qui sont mortes. Dedans, il y avait 2 personnes du groupe. Et la dernière victime de cet accident, c'est Léo, quoi. Tout à coup, tu découvres qu'il y a des anges, qu'il y a des morts, tu perds tes potes et tu vas les chercher, quoi, tu vois. En fait, il devient fou, je pense. Et à un moment, on se dit, bah, ça va durer 1 mois, 2 mois. Le mec raconte n'importe quoi, il parle à la télé, il s'enferme pendant des heures dans le noir, il crie, il parle aux arbres. Il s'est passé que je me suis ouvert sur un monde transcendantal. Je te le raconte, ça devient fou, tu vois, là, tu pars en couille, quoi. C'est de parler, c'est de savoir, c'est d'entendre, c'est de passer, c'est de vivre, quoi. Et en fait, au lieu de s'améliorer, ça s'empire. C'est-à-dire qu'il saute sur Jeannot avec un marteau pour l'assommer. Il est complètement fou. Disons que je vis dans un autre monde. Je suis au-dessus de vous. Bah, il y en a qui me collent au crâne. En fait, il a glissé très vite. Et pendant longtemps, on a cru qu'on allait le récupérer. Mais en fait, il a glissé très vite. Et on l'a jamais récupéré. Et encore maintenant, voilà, ça me fait mal. La folie de Léo, elle a aussi détruit plein de trucs dans le groupe. C'est-à-dire qu'il y a des membres du groupe qui ont commencé à avoir peur de Léo. Je suis soigné pour schizophrénie latente et violence extrême. Non seulement on perd le mec qui tient le mieux la philosophie du groupe, mais il nous détruit de l'intérieur. Mais grosso modo, maintenant j'ai 33 ans et je me pose tranquille comme un mec qui va doucement, qui revient doucement vers la vie après avoir vérifié que tout allait bien et avoir pensé intimement revoir ses amis un jour,
partir dans l'espace. Je pense que le moment justement où Léo est parti, mais parti dans sa tête, je pense que c'est le moment où moi j'ai dû commencer à prendre un peu plus d'importance. Il fallait que quelqu'un, une espèce de ligne directrice qui corresponde à tout le monde en même temps, ce qui n'était pas aisé. En sachant écouter les uns les autres, il s'est rendu compte qu'on voulait pas lâcher l'affaire, quoi. Et du coup, on a continué. On se disait on devrait refaire des petites fêtes, on devrait être 500, 1000 et profiter au soleil tous ensemble et retrouver la vibe de départ. Mais nous, on peut plus faire ça. C'est-à-dire que nous, maintenant, avec notre nom hérétique, si on fait quelque chose, on a 5000 personnes, on a 6000 personnes. Il faut rétablir le calme, point bas. On s'amuse, et on fout pas le dawa, d'accord? On s'amuse, point bas. C'est pas notre faute, ok? Ici, c'est hérétique, ok? C'est hérétique! Quand on s'est fait déborder au 287, c'est parce que c'est un plan qui nous tombe dessus 3 semaines avant la date. On dit que c'est gratuit, en plein Paris, à une porte de Paris. On sait très bien que ça va terminer en pugilat. Ok, hérétique, ça s'est toujours bien passé. Il n'y a pas de raison que ça parte en couille aujourd'hui. Il y a 1500 personnes dedans, il y en a 1500 dehors. Voilà. Les videurs, ils savent plus où ils en sont. C'est pas du tout le public qu'ils ont l'habitude de gérer. Donc ils commencent à jouer les gros bras. Puis là, c'est la foule qui se retourne contre eux. Donc la boîte est forcée carrément. Les entrées sont forcées. Les sorties de secours sont dégondées. Avant que j'ai des morts ou des blessés, écoutez bien. Ici, endoué par la police de Bercy. C'est bien. On a des problèmes dehors. Dehors, les gens envoient des bouteilles. Les gens cassent les portes. C'est dangereux. On va continuer la soirée. Mais écoutez-moi bien. Les mecs, soyez peace and love. Ça se finit avec une charge de flics sur le parking. C'est dispersion manu militari. Ouais. Et à partir de là, on change de trip, quoi. Et on se dit qu'est-ce qu'on donne à ces 6000 personnes? Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire une belle fête énorme? Rêve autorisé à Marigny-le-Grand dans la Marne pour le premier festival de musique techno organisé en accord avec le ministère de l'Intérieur. 20 000 personnes en rythme jusqu'au bout de la nuit. 3 jours après la fin du Technival, Nicolas Sarkozy reçoit cet après-midi au ministère de l'Intérieur les principaux organisateurs de rave party en France. Il doit aborder avec eux la mise en application de la nouvelle législation sur les fêtes de musique électronique. Quand la loi est sortie, le discours du ministère de l'Intérieur, c'était on va vous trouver des endroits. Exprès, on avait dit de toute façon, si on n'a pas l'autorisation, on fera un truc sauvage. On est sûr d'avoir 10 000 personnes et on foutra un bordel pas possible. C'était la période du passage du Tour de France, donc on avait fait exprès de menacer sur un truc qu'on pensait écouter par les RG, de faire un blocage du Tour de France en amenant 10 000 personnes. Et finalement, la solution, elle arrive de là où on ne l'attend pas. À l'époque, ministre de l'Intérieur, notre petit Sarko, je sais pas, il doit y trouver un intérêt politique et il nous réquisitionne le terrain. Comment ça va se passer? C'est que ça va être le bordel. Le premier cheval qu'on fait tout seul, c'est la première fête avec l'autorisation, donc à gérer les flics, le préfet, à gérer tout le monde. Là, c'est la seule où on a failli se faire déborder, on s'en est sorti, mais vraiment limite. Je suis pas sûr que les hérétiques, à l'origine, étaient capables d'évaluer eux-mêmes leur audience. Parce que je crois qu'ils avaient dit 2000. Et ils étaient 15 000. Moi, je termine avec Moumout, on est au bord des larmes parce qu'on craque physiquement. Là, on s'est fait donc incendier par la moitié du public parce qu'on demande un droit d'entrée. Il y a un moment où tu as tellement de monde que tu es juste en état de stress intense. Dès que tu dépasses 2-3 000 personnes, tu profites de ta fête les 2 dernières heures, quand ça s'est calmé, quand tu as évacué le stress, quand tout s'est bien passé. À Cheval 1, le public est devenu uniforme, quoi. T'as un blond, un brun, un noir, machin, ils sont en noir, en kaki.
avec une casquette, percée, crâne rasé, et ben voilà. T'as les 10 000 autres qui vont rentrer quasiment, c'est les mêmes. Il y a même des petits pamphlets maintenant qui se font chez les disquaires, ils appellent les petits pois. Voilà, c'est une masse de petits pois. Changement de tenue et de véhicule. Après une brève escapade à Belle-Île, le ministre annonce son nouveau cheval de bataille, la sécurité des rave-parties. Une rave-party, c'est fait pour que des jeunes puissent s'amuser. Mais il faut aussi qu'on garantisse la sécurité de ceux qui sont autour et de ceux qui y participent. Une rave-party, voyez-vous, ça ne doit pas être une drogue-party. C'est comme ça qu'ils sont arrivés à tuer le truc. C'est-à-dire qu'il y a eu un buzz médiatique après la loi. Et en réaction à ça, le gouvernement, ils ont dit non, mais vous inquiétez pas, on va leur trouver des endroits. Et il suffira qu'ils demandent une autorisation. Et ils n'ont jamais donné d'autorisation. Il y a eu, je sais pas, 5 autorisations en France pour des fêtes. La loi française n'est pas trop dure. Elle offre à ceux qui veulent se mettre en règle la possibilité de le faire, à ceux qui ne respectent pas la protection de notre jeunesse, d'être sanctionnés par la justice. Et nous, on commence à voir gros, tu vois, genre une espèce de truc alternatif qui regrouperait pas seulement les DJ et la techno, mais aussi des artistes de rue, des peintres. On sait qu'il faut qu'on soit plus pour gérer 10, 12 000 personnes. Là, on se tourne vers Massimas, avec qui on avait fait des fêtes il y a super longtemps, qui sont super forts en déco, qu'on a toujours vachement respecté, et vers un autre groupe que Jeannot nous présente, qui sont les Troubles Fêtes. Ils sont un peu plus carrés que nous, on est encore pas mal à l'arrache. De toute façon, pour moi, Molitor, c'est la dernière teuf hérétique. Après, il y a le Grand Magique Techno Circus. On rencontre Carole, qui avait fait de la déco pour Nawak, et on se dit mais c'est génial. Et puis même au niveau musique, ça fait 7-8 ans qu'on fait du hardcore, et après les sensibilités artistiques elles changent. On essaye de rassembler tout ça et de faire une fête avec tout le monde réuni. Attention si vous prenez la route du Sud en direction de la frontière italienne. Les amateurs de techno et de free party annoncent des opérations escargots demain soir. Ils protestent contre la loi qui les oblige à déclarer leur rave party. Conséquence, le Technival du 15 août, grand rendez-vous des amateurs de techno, pourrait avoir lieu cette année en Italie. On représente même pas ce qu'on a chez nous, quoi. On est obligé d'aller se planquer chez les Italiens, quoi. La France, c'était la plaque tournante de la free party, dans tous les sens du terme. Les Technival se passaient, s'organisaient. Tout le monde se fait serrer depuis la loi Mariani. Juste pour vivre ce qu'on veut, et ben on se fait rentrer dedans, on se fait tout tu casser. serais passé sans rien dire, tu passais tranquille. On a attendu 5 heures, tout ça pour rien. Il y a des chiens qui sont morts, des gens qui se sont fait frapper. On s'est fait gazer pour rien. S'ils veulent nous taper dessus, nous charger, ils le feront. Donc les sous-systèmes en eux-mêmes, ils veulent plus poser, quoi. Ils ont peur, quoi. Plus faire de free party, les autorisations ça devient complètement juste impossible à avoir. On a plus notre place en fait sur la scène. Je pense qu'ils auraient continué peut-être dans les free s'il n'y avait pas eu les réformes législatives. Mais je pense que bon, ils n'ont pas eu le choix. Le Zénith, c'est juste dingue. C'est parti d'une rencontre. On a rencontré Daniel Colling, le créateur du Printemps de Bourges. Et on sait que le mec est patron du Zénith de Paris et de l'ensemble des Zéniths de France. Et le mec, à un moment, il fait allez-y les gars, faites le Zénith. C'est juste un rêve, quoi. C'est les Berus qui faisaient des Zéniths à 50 balles, quand tous les concerts étaient à 300. Voilà, nous, ça c'est ce qu'on a envie de faire. Pour nous, c'est un énorme pari parce qu'on a toujours fait que des trucs gratos ou à 10 balles ou à 30 balles. Le Zénith, même si on le fait au prix le moins cher possible, ça sera au moins 10 €, 15 €. Du coup, on décide de mettre le paquet et finalement, c'est complet un mois avant. Il y a des mecs, ils ont payé 110, 120, 130 € une place pour aller au Zénith.
C'est l'anarchie au chien qui pousse plus fort pour la zombie. Abstiens-toi de voter pour lui, mon Dieu. Sinon, qu'est-ce que tu fous, anti-mondier? Ta serré tellement de bonnes, t'as les mains les plus sales de l'Hexagone. Mec, t'as fait tellement de billes, MRPS au RPR comme au PS. Ils veulent nous dépouiller jusqu'à notre dernière pièce chaude. Mais si tu veux pas douiller, un judoka va venir fouiller. Anarchie en chien qui détonne pas au dépouillement. Anarchie en chien qui si on bascule en Sarkozy. Merci. Ça c'est fait. Moi, je suis pour l'attentat sonore, quoi. Moi, je suis quelqu'un, je me dis, on fait de la politique et de la musique. Maintenant, c'est plus vraiment, en fait, tu vois, la politique qui prime au sein de ce que je veux dire, de ce que Hérétique est devenu, mais plus, tu vois, la qualité de la musique et des spectacles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on leur offre ce qu'on peut, mais on leur offre plus la liberté et l'espèce de résistance aux normes qu'on leur offrait avant. Ce virage, bon, il y en a qui disent commercial. Qu'il aurait été malgré tout nécessaire pour pouvoir continuer à vivre. Continuer à vivre et continuer à être à faire ce qu'ils aiment. Mais après le Zénith, c'est juste on a eu une idée, quoi. C'était le seul truc qu'il y avait au-dessus en termes d'image et de trucs complètement inaccessibles pour nous, c'était l'Olympia. Nous, l'Olympia, c'est une Ferrari, c'est un énorme gâteau, et on dit que tu peux croquer dedans, et ben on fonce, quoi. Moi, je nage dans le gâteau. Ça faisait peut-être 5-10 ans qu'on n'avait pas fait une fête où on en profitait tous, quoi. Et où ça roulait, et où tout ce qui était prévu au niveau musique a fonctionné comme on voulait, où les spectacles ont fonctionné comme on voulait. Non seulement c'est un truc qui était dingue, parce qu'on est quand même parti dans les champs et qu'on a fini à l'Olympia, mais en plus c'était une fête qu'on a réussi à 100% pour une fois, quoi. Ce qui nous fait kiffer, je pense, c'est de continuer à faire avancer le groupe. C'est ça, c'est de continuer l'aventure. C'est pas, je sais même pas si c'est la fête en tant que telle, c'est de monter d'un cran, c'est d'avancer encore et d'avancer encore ensemble.